Il est né où ton Fourier, papa? Tu sais, Poussin, Fourier est né à Auxerre en 1768, c'est-à-dire il y a 250 ans. Son père est tailleur d'habits, pas tailleur de menhir comme ton ami Obélix. La famille est nombreuse, Fourier devient orphelin à l'âge de 10 ans. Il est alors recueilli par les bénédictins qui tiennent le collège militaire d'Auxerre. Il commence alors à se passionner pour les mathématiques en lisant les ouvrages de Bezout et Clairaut. Il est encouragé par son professeur Bonnard, qui sera son correspondant pendant quasiment toute sa vie. Issu d'une école militaire, le choix de carrière de Fourier est simple. Soit il entre dans les ordres, soit il opte pour l'armée. Il décide de choisir l'artillerie, donc l'armée. Mais il n'est pas noble. Et comme l'écrit le mathématicien Legendre, qui est aussi inspecteur des écoles militaires, Fourier n'étant pas noble, ne pourra entrer dans l'artillerie, même s'il était un second Newton. Il hésite à prononcer ses vœux à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, mais il préfère revenir comme professeur à Auxerre. Mais la Révolution gronde. Fourier s'y engage. Il participe à la création du Conseil populaire d'Auxerre en 1792. L'époque est troublée, règne la terreur. Fourier est arrêté plusieurs fois et échappe à la guillotine seulement à la suite de la chute de Robespierre en 1794. Il a quelque chose à voir avec Napoléon, ton Fourier, papa? Oui, Napoléon a quelque chose à voir avec Fourier. En 1795 s'ouvre l'école normale supérieure de l'an 3. L'idée, suite à la Révolution, est que cette école d'élite accueille des étudiants non pas parce qu'ils sont nobles, mais parce qu'ils sont méritants. Fourier est accepté dans cette école et il suit les cours des plus grands scientifiques français de l'époque. Monge, Lagrange, Laplace. L'expérience ne dure pas très longtemps, ça s'arrête au bout d'1 an. Mais Fourier s'est fait remarquer par ses discussions, par ses questions, et il entre comme chargé de cours à l'école polytechnique. Il pense alors que sa carrière scientifique est lancée, il va devenir un grand savant. En fait, il n'en est rien parce qu'il est rattrapé par l'histoire. En 1798, Bonaparte, qui devient un petit peu encombrant, est chargé par le Directoire d'une grande campagne en Égypte pour bloquer l'accès aux Indes aux Anglais. Bonaparte décide de partir non seulement avec une armée de soldats, mais avec une armée de scientifiques. Fourier fait partie de l'expédition. Bonaparte crée un institut d'Égypte. Monge, qui fut le professeur de Fourier à l'école normale, en est le président. Fourier en est le secrétaire perpétuel. Et Bonaparte, très modeste, se donne simplement le rôle de vice-président de cet institut. La campagne tourne au fiasco. Bonaparte revient en France pour prendre le pouvoir en laissant son armée entre les mains de Kléber, qui est lui-même assassiné par un autochtone. Le corps expéditionnaire français arrive tant bien que mal à retourner en France en 1801. Cependant, il lui a fallu laisser aux mains des Anglais plein de trésors archéologiques comme la pierre de Rosette. Mais Fourier et les autres savants ont visité plein de monuments historiques, comme par exemple le Sphinx de Gizeh. Il en sortira une brillante description de l'Égypte, dont la préface est écrite par Fourier. Pourquoi on parle de lui à Grenoble, ton Fourier? Quand papa a été nommé professeur à Grenoble, l'université s'appelait l'université Joseph Fourier, et il était dans le laboratoire Institut Fourier. En fait, à son retour d'Égypte, Fourier pense qu'il va pouvoir tranquillement réintégrer son poste à l'école polytechnique, mais il n'en est rien. Napoléon, qui a pris le pouvoir, a décidé de réorganiser l'administration française. Il nomme alors préfet de l'Isère Fourier en 1802. Dans un premier temps, Fourier voit cette nomination d'un mauvais œil, parce qu'il voulait faire des maths, et les maths se localisent quand même au sein de l'Académie des sciences à Paris. Mais par sens du devoir, il accepte. Et il fera son travail de manière tout à fait remarquable, avec les travaux du Lautaret, avec l'assèchement des marais à Bourgoin, ou la création des universités de Grenoble. Fourier pense toujours aux maths. On raconte que dans son cabinet de préfet, il faisait des expériences pour comprendre ce qui l'amènera à créer l'équation de la chaleur et la théorie de la chaleur. Il y avait des thermomètres partout, et les valets devaient, pour maintenir la température constante, ouvrir ou fermer les portes.
À Grenoble, Fourier anime la vie scientifique et il rencontre les frères Champollion. Le plus grand frère est féru d'archéologie et d'égyptologie. Le petit frère sera celui qui va décrypter la pierre de Rosette. Fourier dira de lui que c'était un poulain fougueux qui demande triple ration. Fourier perd son poste de préfet de l'Isère, puis de préfet du Rhône, à la suite de la chute de Napoléon, puis de la Restauration. Il est alors sans emploi. Finalement, il est connu pour quoi, ton Fourier? Fourier est maintenant connu pour les séries de Fourier, les transformés de Fourier, mais ce ne fut pas très simple quand même pour lui de s'imposer. En 1815, Fourier est de retour à Paris. Il obtient un poste de directeur d'un bureau de statistique à la préfecture de la Seine grâce à son ami, ancien étudiant et compagnon lors de la campagne d'Égypte, Gaspard de Chabrol, qui est préfet de la Seine. La première version de son traité sur la théorie de la chaleur date de 1807. Cette version fut ensuite primée en 1812 par l'Académie des sciences, mais elle ne paraît pas. Des collègues comme Poisson ou Biot s'opposent à ces théories en remettant en cause la rigueur mathématique des travaux de Fourier et son travail de physicien. Cependant, certains mathématiciens comme Laplace commencent à soutenir Fourier. Celui-ci se présente à l'Académie des sciences en 1816. Il est élu, mais il fallait à l'époque que le roi, c'est-à-dire Louis XVIII, accepte de signer son acte de nomination. Il n'en sera rien. Cependant, un an plus tard, un autre poste est libéré, Fourier est de nouveau élu, triomphalement, et ce coup-ci, le roi signe. C'est la gloire pour Fourier. Il est à l'Académie des sciences. Son œuvre magistrale, Traité analytique de la chaleur, paraît enfin en 1822. Et il est élu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 1822. Puis à l'Académie française en 1826. Il a 54 ans. On est loin de ce qu'il écrivait en 1789, dans une lettre à son cher professeur Bonnard. Hier, j'ai eu 21 ans accomplis. À cet âge, Newton et Pascal avaient acquis bien des droits à l'immortalité. Fourier, en tant que secrétaire perpétuel, a beaucoup œuvré pour aider Sophie Germain, qui est la première mathématicienne française. Il a autorisé en particulier à suivre les séances de l'Académie des sciences qui n'étaient pas ouvertes aux femmes. Fourier meurt en 1830. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Champollion repose pas très loin de lui. Il voulait être près de son mentor. Mais tu sais, Poussin, Fourier est immortel en fait. Papa a passé énormément de temps à enseigner les séries de Fourier, la transformée de Fourier, la théorie des ondelettes. Donc Fourier est toujours là, près de nous.